Imaginez un pays enclavé, classé parmi les plus pauvres du monde, qui décide soudainement de dire stop aux multinationales minières. Pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant. Et comme si ça ne suffisait pas, il ose confisquer les mines, créer sa propre société nationale et annoncer au monde, l'or du Burkina appartient enfin aux Burkinabés. Résultat, panique sur les marchés, sueur froide dans les chancelleries, et une question qui résonne partout. Le capitaine Traoré est-il en train d'écrire une page d'histoire, ou de signer l'acte de décès de son économie? Bienvenue dans ce récit où la réalité dépasse parfois la fiction. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une simple pièce dans l'échiquier mondial, a décidé de renverser la table. Ici, pas de demi-mesure, un décret radical, des mines expropriées, une société nationale lancée comme un missile économique. Pour certains, c'est du génie politique. Pour d'autres, c'est une folie pure et simple. Mais dans tous les cas, c'est un pari qui défie les lois non écrites du marché mondial. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les coulisses de ce bouleversement. Nous verrons comment un pays que l'on croyait condamné à subir s'est mis à surprendre, à provoquer, à inquiéter même les plus grands. Attachez vos ceintures. Ce n'est pas une conférence d'experts, c'est une histoire brute, satirique, mais surtout, terriblement captivante. Partie 1. Le coup de théâtre. Décret, mine et Sopamib. Imaginez la scène. Un jeune capitaine de 36 ans, Ibrahim Traoré, s'assoit dans son bureau présidentiel et signe un décret qui va faire trembler plus de 3 continents. Pas une déclaration symbolique, pas un communiqué plein de promesses vagues, non, une décision brutale, frontale, qui dit en substance aux compagnies minières étrangères, « Mesdames et messieurs, merci pour votre passage, la caisse se referme, la sortie, c'est par là. » Pendant plus de 60 ans, les mines d'or du Burkina Faso étaient exploitées comme une boîte de nuit VIP où le peuple burkinabé n'était même pas sur la liste d'invités. Les compagnies internationales repartaient avec des lingots par cargaison entière, et en échange, le pays recevait quelques miettes de redevances, des villages pollués et une économie qui boitait sur 2 béquilles. Pour les investisseurs étrangers, c'était le jackpot du siècle. Pour les citoyens, c'était un ticket perdant de loterie gratté jusqu'au carton. Et puis, un soir de mars 2025, Ibrahim Traoré sort le stylo présidentiel et décide de casser la vieille mécanique. D'un trait, il gèle tous les permis miniers. Game over. Imaginez les salles de marché à Toronto, Londres ou Paris. Silence de mort, sueur froide et appel frénétique à des avocats. Les experts parlaient déjà de catastrophe économique, de chute libre. Certains allaient jusqu'à comparer cette décision à un suicide collectif. Mais voilà, si c'était un suicide, alors c'est le premier qui rapporte 8,5% de croissance en pleine tempête. Au cœur de cette manœuvre, un nouvel acteur, la Sopamib, Société de participation minière du Burkina. Créée presque de zéro, cette entreprise publique a été propulsée comme un sprinter au départ d'un marathon. Capital initial, 250 milliards de francs CFA. Objectif, reprendre en main les sites les plus stratégiques. Et le plus surprenant, c'est la vitesse d'exécution. Pas des promesses sur 10 ans, pas des plans interminables, mais une rafale de décisions. En quelques semaines, des mines fermées depuis des mois sont rouvertes, plus de 4200 ouvriers rappelés, une raffinerie flambant neuve lancée. On dirait une start-up, sauf que celle-ci ne vend pas des applis, mais de l'or raffiné. Bien sûr, les compagnies étrangères ont crié au vol. Certaines mines comme Vagnon ont été expropriées manu militari, sous prétexte de sécurité nationale. Les dirigeants étrangers, évacués en jet privé, direction d'autres capitales. Dans les chancelleries occidentales, on parle de précédents dangereux. Mais pour les partisans de Traoré, ce n'est pas un vol, c'est une restitution. Après tout, disent-ils, l'or était là avant, dans le sol, et il y sera encore demain. Alors pourquoi un pays devrait-il rester spectateur éternel de sa propre richesse? Et le paradoxe est là, ce qui devait être la fin s'est révélé être un début. Au lieu de l'effondrement promis, les recettes se sont mises à grimper, le trésor a commencé à se remplir. Chaque hausse de 10 $ du prix mondial de l'or ajoutait 14 millions de francs CFA par jour aux caisses publiques. Imaginez un banquier qui prévoyait un crash et qui voit, au contraire, le graphique de croissance monter comme une fusée. Mais attention, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres. Derrière ce décret, il y a aussi une rupture psychologique. Le message envoyé est clair. Fini le rôle de figurant. Le Burkina Faso veut passer du rang de fournisseur passif au rang de propriétaire actif. C'est une sorte de changement de logiciel. L'ancien code disait, tu extrais, tu paies 3%, tu disparais. Le nouveau dit, l'État détient désormais jusqu'à 30% de ton projet. Et en prime, tu raffines ton or chez nous, pas à l'étranger.
Ce que beaucoup qualifiaient de folie est en train d'écrire un nouveau scénario. Et dans les rues de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso, ce scénario ne se raconte pas en graphique, mais en vie concrète, un soudeur qui triple son revenu, une conductrice de camion qui peut payer les études de ses frères, des familles qui retrouvent un salaire régulier. Les mines, autrefois synonymes de poussière et de désespoir, deviennent pour certains le point de départ d'une dignité retrouvée. Est-ce durable? Est-ce qu'un État peut vraiment gérer ce secteur mieux que des multinationales aguerries? La critique est là, persistante, parfois brutale. L'armée ne sait pas gérer une raffinerie. Mais au moins, pour l'instant, l'expérience existe. Et elle produit des résultats visibles. Voilà pourquoi cette première décision de Traoré ressemble à une gifle envoyée au pronostic. Un coup de théâtre qui redistribue toutes les cartes. Mais souvenez-vous, une pièce de théâtre ne se joue pas sur une seule scène. Et ce qui arrive ensuite, les finances, la réalité des chiffres et l'impact international sera encore plus décisif. Partie 2 l'or, les chiffres et la douche froide des experts. Passons maintenant aux chiffres, parce qu'au fond, c'est bien eux qui font trembler les puissants. Et attention, ici, on ne parle pas de petites sommes ou de statistiques qui s'oublient après un bulletin de nouvelles. On parle de milliards qui changent le destin d'un pays. Avant Traoré, les caisses de l'État ressemblaient à un vieux frigo dans lequel il ne reste qu'une demi-bouteille d'eau et un citron moisi. Les recettes minières plafonnaient, les entreprises étrangères se goinfraient, et le peuple devait se contenter des miettes. Les experts, eux, avaient trouvé leur refrain préféré. Le Burkina Faso est trop dépendant de l'aide internationale, trop fragile pour se passer des investisseurs étrangers. En clair, sans l'argent des autres, pas de futur. Puis survient le décret. Et soudain, c'est comme si le même vieux frigo se transformait en coffre-fort. Les rentrées fiscales minières bondissent de plus de 45% en une seule année. Oui, 45%. Pas grâce à une pluie miraculeuse, pas grâce à une révolution technologique, mais simplement parce que l'État a cessé de regarder passer l'or et a décidé de le compter lui-même. Les opposants jurent que c'est une illusion, un feu de paille, que tout ça va s'écrouler à la première secousse. Mais entre-temps, le FMI lui-même doit réviser ses prévisions et annoncer que la croissance du Burkina, en pleine instabilité régionale, tutoie les 8,5%. Vous imaginez la tête des technocrates? Ces gens-là, qui d'ordinaire n'accordent pas un centime sans imposer un dictionnaire entier de conditions, obligés de dire publiquement « oui, ça marche ». Et parlons de cette équation magique. Chaque hausse de 10 $ sur le cours mondial de l'or rapporte environ 14 millions de francs CFA par jour aux caisses de l'État. Pas par mois, pas par trimestre. Par jour. Autrement dit, quand le prix grimpe de 100 $, c'est plus de 140 millions qui tombent comme pluie fine dans le trésor public. Ce n'est plus un frigo vide, c'est une fontaine à billets qui coule sans interruption. Mais voici le côté satirique de l'affaire. Pendant que les experts occidentaux s'acharnent à prédire la chute, les villages miniers voient les salaires revenir, les employés autrefois jetés comme des pions par les multinationales reprennent le travail, et le gouvernement affiche fièrement une réserve stratégique de lingots empilés dans des coffres flambant neufs. La scène ressemble presque à une série télé, l'armée en uniforme d'un côté, en train de sécuriser les mines, et des économistes de l'autre, bouche ouverte, incapables d'expliquer comment un pays censé sombrer tient en réalité debout, et avance. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Derrière les colonnes de chiffres qui brillent, se cachent des coûts massifs, la gestion des sites, la formation du personnel, la maintenance des raffineries. Là-dessus, les critiques marquent des points. Gérer une raffinerie, ce n'est pas comme gérer un camp militaire. La Sopamib doit prouver qu'elle n'est pas seulement un bulldozer politique, mais une entreprise capable de résister au temps. Et ça, c'est un test que ni l'enthousiasme patriotique ni les slogans ne suffiront à réussir. Mais pour l'instant, le constat est implacable. Les recettes sont là, tangibles, palpables. Et pour un pays longtemps qualifié de mendiant économique, ce revirement est une claque monumentale aux théories toutes faites. C'est comme si un boxeur qu'on croyait KO se relevait, et non seulement il se relève, mais il commence à gagner le round suivant. Alors bien sûr, la grande question reste, est-ce que ce modèle peut durer? Est-ce que cette manne dorée va se transformer en routes, en hôpitaux, en écoles, ou est-ce qu'elle va disparaître dans les labyrinthes opaques des comptes publics? Là est l'enjeu. Parce qu'exproprier des mines et engranger de l'or, c'est une chose. Transformer cette richesse en avenir durable, c'en est une autre. Voilà pourquoi, au-delà des chiffres, l'histoire qui s'écrit est aussi politique qu'économique. C'est un bras de fer avec le système mondial, une provocation assumée contre les règles du marché imposées depuis des décennies. Et ce bras de fer n'est qu'à son premier round. Car derrière la montée spectaculaire des recettes et la croissance inattendue se cachent d'autres conséquences. Tensions diplomatiques, pressions économiques, regards inquiets des investisseurs. C'est la suite logique de ce jeu risqué.
Et c'est là que les choses deviennent encore plus explosives. Partie 3, la tempête internationale et le poids des regards. Si les mines d'or du Burkina Faso étaient autrefois un simple dossier de seconde zone pour les chancelleries étrangères, aujourd'hui elles sont devenues un sujet de réunion au plus haut niveau. Et pourquoi? Parce qu'un capitaine de 36 ans a osé appuyer sur le bouton rouge, celui qui dit aux grandes puissances minières « Désolé les gars, la fête est finie ». Imaginez la scène dans les capitales occidentales. Dans les salles feutrées des ministères, les diplomates déballent les rapports des ambassades. Les mots qui reviennent, confiscation, expropriation, instabilité juridique. Pour eux, ce n'est pas un simple décret, c'est une déclaration de guerre économique. Parce qu'en vérité, le Burkina n'a pas seulement repris ses mines, il a surtout cassé un modèle qui servait d'exemple silencieux pour toute l'Afrique francophone. Et ça inquiète bien plus que des chiffres. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des plaintes déposées dans les tribunaux internationaux, des menaces voilées de sanctions, des pressions financières habilement orchestrées. Les banques, soudainement frileuses, ralentissent leurs lignes de crédit. Les agences de notation, toujours promptes à juger, annoncent des dégradations, comme si elles cherchaient à punir le pays pour son audace. Mais la réalité est plus nuancée. Malgré ces avertissements, le Burkina continue à engranger des recettes et à montrer des chiffres que beaucoup n'avaient pas anticipés. Le paradoxe est presque comique. À Paris, à Washington, dans les couloirs des grandes institutions financières, on répète que la décision de Traoré est suicidaire. Mais dans les rues de Ouagadougou, certains la décrivent comme un acte de renaissance. Qui croire? Les experts qui n'avaient pas vu venir la montée des recettes, ou les mineurs qui retrouvent un emploi et un salaire régulier. L'ironie, c'est que plus le Burkina affirme sa souveraineté, plus les critiques se multiplient, et plus le pays attire l'attention. Les médias internationaux, qui ne parlaient presque jamais du pays, multiplient désormais les reportages. On le décrit tantôt comme un symbole de résistance, tantôt comme un exemple d'isolement dangereux. Chaque mot est calculé, chaque adjectif devient une arme. Mais derrière ces discours, une vérité s'impose. Ce petit pays enclavé est en train de rappeler au monde qu'il existe et qu'il peut décider de son destin. Évidemment, cette posture n'est pas sans risque. Le Burkina se met à dos des investisseurs qui contrôlent encore l'essentiel du marché mondial. Les négociations avec certains partenaires deviennent glaciales, voire impossibles. Les projets de coopération sont ralentis. Et la tentation de représailles économiques flotte comme une ombre permanente. Le capitaine Traoré joue donc une partie d'échecs où chaque coup compte, et où la moindre erreur pourrait coûter cher. Mais il faut reconnaître une chose, la stratégie a une dimension théâtrale. Car dans ce bras de fer avec les grandes puissances, Traoré ne se contente pas d'être président. Il se met en scène comme le défenseur de la souveraineté africaine, le jeune capitaine qui ose dire non là où d'autres ont dit oui pendant des décennies. Ce rôle, il le joue avec une assurance presque provocatrice. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il faut admettre que le spectacle attire les regards. Le plus troublant pour ses adversaires, c'est que cette audace commence à faire école. Dans les coulisses, certains gouvernements voisins observent, curieux. Ils n'osent pas le dire trop fort, mais ils suivent de près les résultats. Parce que si le Burkina tient, si cette politique ne s'effondre pas, alors l'onde de choc pourrait dépasser largement ses frontières. Et c'est précisément ce que redoutent les multinationales et les chancelleries, que ce précédent devienne un modèle. Alors oui, les critiques internationales fusent, les doutes sont omniprésents, mais le pays avance, malgré les embûches. Et c'est cette contradiction qui rend l'histoire captivante. Un État accusé d'isolement, qui pourtant se retrouve au centre des débats mondiaux. Un pays qu'on disait trop fragile pour se tenir debout, et qui, par sa simple obstination, oblige désormais les autres à s'asseoir et à l'écouter. Mais attention, chaque victoire diplomatique ou économique reste fragile, suspendue à un fil. Et la véritable question est celle-ci. Combien de temps le Burkina pourra-t-il tenir sous cette pression internationale, sans céder, sans fléchir? Parce qu'à mesure que le pays gagne en visibilité, il gagne aussi en ennemis. Et la suite de ce bras de fer pourrait bien décider non seulement de son avenir, mais aussi de l'image qu'il laissera dans l'histoire. Partie 4, l'avenir incertain. Miracle durable ou mirage doré? Jusqu'ici, tout ressemble à une success story africaine racontée à la sauce Hollywood. On a un jeune capitaine, des décisions explosives, des chiffres qui grimpent en flèche et une scène internationale en état de choc. Mais voici la question qui dérange, celle que personne n'ose poser trop fort. Est-ce que tout cela va durer, ou est-ce qu'on assiste à un feu d'artifice brillant mais éphémère? Parce qu'entre nous, l'histoire de l'Afrique est pleine de moments spectaculaires suivis de lendemains qui déchantent. Et le cas du Burkina Faso n'échappe pas à ce dilemme. Pour que ce pari tienne, il ne suffit pas de signer des décrets et de rafler des mines.
Il faut bâtir une machine économique capable de transformer les lingots en développement réel. Et là, les défis sont immenses. D'abord, la gouvernance. Le Burkina a désormais une société d'État, la SOPAMIB, qui contrôle les mines les plus stratégiques. Très bien. Mais gérer une entreprise publique n'est pas une simple formalité. L'or n'est pas qu'un métal, c'est une tentation. La corruption, les détournements, les clientélismes, ces démons rôdent autour de chaque caisse de lingots comme des vautours au-dessus d'un champ de bataille. Si l'État échoue à verrouiller la transparence, la manne dorée pourrait se transformer en un gouffre noir. Ensuite, la dépendance. Oui, l'or rapporte. Oui, il remplit les coffres. Mais il y a un piège. Quand une économie s'accroche trop à une seule ressource, elle finit toujours par vaciller. Le prix de l'or grimpe aujourd'hui. Mais demain? Que se passera-t-il si le marché international se retourne, si le cours chute brutalement? Un pays ne peut pas baser son destin uniquement sur la générosité des marchés mondiaux. L'or doit être une rampe de lancement, pas une prison dorée. Et puis il y a la question sociale. On peut empiler des lingots dans des coffres, mais si dans les villages il n'y a toujours pas d'eau potable, pas d'hôpitaux, pas d'écoles dignes de ce nom, alors tout ça ne sera qu'une illusion. La vraie victoire, ce n'est pas de remplir des greniers d'or, c'est de transformer cet or en vie meilleure, en infrastructures solides, en espoir durable. Et sur ce terrain, le Burkina joue une partie encore plus risquée. Chaque citoyen attend des résultats rapides, visibles, concrets. Or le développement, lui, prend du temps. Cette impatience populaire peut devenir une bombe à retardement. Ajoutez à cela la pression internationale. Plus le Burkina ose, plus les puissances s'organisent pour lui mettre des bâtons dans les roues. Sanctions déguisées, isolement financier, campagne médiatique. Le pays devra naviguer entre l'audace et la prudence, entre l'affirmation de sa souveraineté et la réalité d'un monde globalisé qui n'aime pas les électrons libres. Et dans ce jeu, chaque faux pas se paie cash. Mais au-delà des menaces, il y a une question plus philosophique, presque existentielle. Est-ce que le Burkina Faso est en train d'inventer un nouveau modèle, ou est-ce qu'il ne fait que répéter les erreurs des autres, avec quelques années de décalage? Est-ce que ce virage minier peut devenir un socle de prospérité durable? Ou est-ce qu'il finira comme tant d'expériences africaines, avalé par le poids de ses propres contradictions? Voilà le cœur du suspense. Ibrahim Traoré a réussi à surprendre, à défier, à inverser les pronostics. Mais tenir dans la durée, c'est une autre bataille. C'est la différence entre un coup d'éclat et une révolution durable. Le capitaine a frappé un grand coup. Mais saura-t-il écrire un chapitre qui ne soit pas seulement spectaculaire, mais aussi historique? Parce qu'au fond, tout le monde attend la même chose. Voir si ce pari est un tremplin ou un mirage. Les uns espèrent un miracle qui prouvera que l'Afrique peut se relever par ses propres forces. Les autres parient sur l'effondrement, convaincus que cette audace ne peut mener qu'à la ruine. Entre les deux, il y a un peuple qui, chaque jour, vit l'expérience, subit les conséquences, espère les résultats. Et c'est précisément cette tension qui fait du Burkina Faso un cas unique, un laboratoire grandeur nature où se joue une question universelle. Jusqu'où un pays peut-il aller pour reprendre le contrôle de ses richesses, et à quel prix? La pièce est loin d'être terminée. Le rideau ne s'abaisse pas encore. Et la suite, elle, pourrait réserver des rebondissements encore plus inattendus. Et voilà où nous en sommes. Un pays qui, contre toute attente, réussit à transformer son or en une arme politique et économique. Mais entre les succès affichés et les menaces qui s'accumulent, le suspense reste entier. Est-ce le début d'un miracle africain ou la préparation d'un désastre annoncé? Une chose est certaine, l'expérience burkinabé est devenue impossible à ignorer. Que vous soyez investisseur, citoyen ou simple spectateur du monde, ce qui se joue là-bas résonne bien au-delà de ses frontières. Car au fond, c'est la vieille question de la souveraineté qui revient sur scène. Qui décide, qui profite, qui perd? Et jusqu'où peut aller un pays qui choisit de briser les règles établies? Alors maintenant, à vous de trancher, coup de génie ou folie passagère. Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce débat ne fait que commencer. Si vous voulez suivre la suite de cette saga explosive, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, parce que les prochains épisodes risquent d'être encore plus inattendus. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça.